Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission mensuelle consacrée à la situation des enfants dans le monde et aux actions de l'UNICEF. Avec au micro Caroline Poupet et Simon en régie. Tous les bénévoles du comité UNICEF vous présentent leurs meilleurs vœux pour une bonne année 2013. Ce mois-ci, nous accueillons Alison Hall, jeune bénévole américaine. Bonjour Alison. Bonjour Caroline. Racontez-nous d'où vous venez. Je m'appelle Alison Hall, j'ai 23 ans et je viens de la ville de Cleveland, d'Ohio, aux États-Unis. J'ai fini mon diplôme en sciences politiques et français à l'université de Pittsburgh l'année dernière. Et là-bas, j'ai étudié aussi la langue arabe. Et ici, à Chartres, je travaille comme assistante de la langue anglaise dans une école primaire à Lèves. Pourquoi êtes-vous devenu bénévole UNICEF ? J'ai décidé de devenir bénévole parce que j'ai désiré de m'intégrer dans la communauté à Chartres et continuer mon exploration des différentes organisations non gouvernementales, on peut dire ONG. Donc, j'en recherchais une qui travaillait en particulier pour le bien-être des enfants. C'est donc comme ça que je suis arrivée à l'UNICEF. Et de plus, je suis intéressée par le bénévolat depuis longtemps, donc j'ai voulu continuer à Chartres. Vous aviez déjà une expérience de bénévolat aux USA ? Oui, beaucoup. Aux États-Unis, j'ai commencé par être bénévole à l'hôpital des enfants à Pittsburgh pendant ma première année à l'université. Ensuite, j'ai travaillé avec plusieurs organisations, soit comme bénévole, soit comme intern. C'est un peu comme stagiaire en France, comme pour la Croix-Rouge américaine l'été passé, le Centre des services internationaux à Cleveland, et puis GPLC à Pittsburgh. C'est une association qui enseigne l'anglais comme une langue secondaire aux réfugiés et immigrés. Et puis, j'ai aussi travaillé avec d'autres organisations aidant les réfugiés et les enfants. Vous êtes allé à Genève, en Suisse, pendant un semestre. Quelle a été votre expérience là-bas ? Oh, c'était super. J'ai travaillé de près avec les Nations Unies comme un stage et les droits de l'homme. Pendant le semestre, j'ai travaillé pour un ONG tout en prenant 4 cours de sciences politiques. Et de plus, un de mes cours était sur les organisations internationales. Donc, j'ai étudié les parties des Nations Unies, par exemple, tout en travaillant pour mon stage. Et comme stagiaire, j'ai fait des rapports sur les événements des Nations Unies, comme le Conseil des droits de l'homme. Et de plus, j'ai visité des autres branches, comme le UNHCR, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, où j'ai appris comment ça fonctionne et les statistiques sur les réfugiés du monde. Et quelques événements là-bas, aux Nations Unies, ont vraiment ouvert mes yeux sur toute la logistique des missions et des droits de l'homme. Et je pense que cette expérience est encore une raison de plus pour vouloir être bénévole à l'UNICEF, car j'ai vu la possibilité de progrès et d'amélioration qui peut venir des organisations des Nations Unies. Et quelles sont les différences entre la France et les USA au niveau du bénévolat ? Je crois que ce qui m'étonne le plus en France, c'est le moyen âge des bénévoles. Aux États-Unis, j'étais avec des jeunes beaucoup plus tôt qu'avec des adultes. C'est peut-être juste à cause de la taille des villes où j'ai travaillé. Cleveland, Pittsburgh, Genève, elles sont les villes beaucoup plus grandes que Chartres. Mais quand même, je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeunes bénévoles dans les associations aux États-Unis. Dans certains films, on voit des jeunes faire du bénévolat afin de gonfler leur dossier d'inscription aux universités. Est-ce que cela reflète la vérité ? Moi, je dis non. Mais être bénévole aux USA permet, oui, de gagner en expérience et ça joue un peu pour son dossier pour quelques-uns, mais pas autant que ce qu'on peut voir dans les films. Et dans mon expérience, j'ai trouvé que dans les organisations où j'ai travaillé, chacun a un vrai désir d'aider pour le bien-être de tout le monde. Donc, oui, d'un côté, c'est pour acquérir une expérience, comme tu, pendant cet âge, mais de l'autre, tout le monde a un vrai intérêt en travaillant avec les ONG
et a une bonne mentalité et comprend l'importance du bénévolat dans la société. Durant le mois de décembre, nous avons des stagiaires avec lesquels tu as travaillé. Comment cela se passe aux USA? D'après ce que j'ai compris, les stages sont obligatoires en France pour certains lycées, alors qu'aux États-Unis, cela n'existe pas vraiment. Ils sont facultatifs et d'ailleurs, ce sont plutôt les universitaires qui en font afin d'explorer différents métiers. Quelle est la place du bénévolat dans le système d'éducation aux USA? Pour la plupart des universitaires, elles ont de dizaines de groupes et clubs pour le bénévolat. Et de plus, pendant les étés, tout le monde est encouragé à faire des stages ou à trouver du travail pour découvrir ce qu'on veut faire comme métier. Et pour quelques-uns, ça peut être le bénévolat. Aux USA, il y a un programme financé par le gouvernement qui s'appelle AmeriCorps. Vous pouvez m'en parler? Ah oui, ce programme encourage les jeunes à consacrer une année, 8 à 12 mois ou à peu près, pour faire du bénévolat. Beaucoup de mes amis l'ont fait et je le ferai probablement l'année prochaine. Et en échange de travailler pour les associations, le gouvernement verse un petit salaire pour les dépenses quotidiennes, mais c'est pas beaucoup. Mais à mon avis, c'est un joli mélange des mondes publics et privés aux États-Unis. De plus, il y a des autres secteurs d'AmeriCorps qui permettent d'enseigner dans les écoles publiques urbaines ou rurales pour 2 ans et contre un peu plus d'argent. Pareil pour les nouveaux avocats qui peuvent travailler dans les droits de l'intérêt public. Et c'est vraiment un bon programme qui permet aux gens d'explorer leurs intérêts après le lycée ou l'université dans un secteur au bout non lucratif, mais en étant tout de même rémunéré. Merci beaucoup Alison pour tous ces renseignements. Oui, merci. Good.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Terre des enfants. Dans cette deuxième partie, nous aborderons le droit à être protégé contre l'exploitation sexuelle. L'article 34 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher, premièrement, que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale. Deuxièmement, que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales. Troisièmement, que des enfants ne soient exploités pour la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique. Les protections et les garanties offertes par l'article 34 s'appliquent à tous les enfants de moins de 18 ans. La majorité des enfants prostitués se trouvent dans les pays du tiers-monde ou dans les catégories sociales très défavorisées des pays riches. En Europe, le phénomène se répand notamment dans les pays de l'ancienne bloc de l'Est. Des enfants moins nombreux sont proposés par Internet dans les pays riches ou encore entraînés dans les séances de photopornographiques. La majorité de ces jeunes a entre 12 et 18 ans, mais certains ont à peine 8 ans et des bébés sont parfois impliqués. Depuis peu, des adolescents étrangers isolés se prostituent principalement en région parisienne. Les clients sont des pédophiles, mais aussi des amateurs d'expériences nouvelles, des superstitieux convaincus que l'amour avec un enfant donne force et jeunesse, des cyniques qui recherchent des prostituées très jeunes dans l'espoir d'éviter les maladies. Ils viennent des pays voisins, mais également des pays occidentaux, États-Unis, France, Allemagne, Angleterre. Depuis quelques années, des guides touristiques très spécialisés et Internet fournissent les adresses où l'on peut se procurer des enfants. Beaucoup d'enfants sont amenés de force sur le marché du sexe. Des agents recruteurs leur promettent un travail ou les enlèvent et les amènent vers la Thaïlande ou l'Inde. D'ailleurs, en Inde, des petites filles sont mariées à l'essai à des riches arabes du Moyen-Orient en échange d'argent. En Europe, les vidéos pornographiques saisies sont très souvent tournées avec des enfants prisonniers de réseaux clandestins originaires des pays de l'Est. Chaque seconde, un enfant est violé, torturé ou abusé dans le monde. De nombreuses ONG tentent de porter secours aux enfants prostitués en dénonçant leurs exploiteurs et en aidant à la réinsertion des enfants. Un travail lent, difficile et incertain. Il faut d'abord arracher les enfants à leurs proxénètes, puis retrouver les familles, voir si elles sont prêtes à reprendre l'enfant, et sinon l'accueillir dans un foyer et le soigner. Au moins la moitié des enfants sont malades, beaucoup ont le sida. Ils ont bien sûr besoin d'un secours psychologique pour sortir du cauchemar et les aider à construire une autre vie. À peine quelques milliers d'enfants ont pu ainsi être sauvés. Pour sortir les enfants de cet engrenage, il faut leur trouver d'autres sources de revenus, les arracher à la misère. L'UNICEF travaille avec plusieurs ONG pour une prévention à long terme, en particulier sur l'éducation des filles et des enfants des rues. En 2005, l'UNICEF a effectué des actions de sensibilisation en Indonésie dans 2 quartiers de Java. Ces projets ont contribué à renforcer les moyens dont disposent les parents, les responsables communautaires, les forces de l'ordre, les décideurs et les prestataires de services pour protéger les enfants. En Afrique du Sud, l'UNICEF a contribué à sensibiliser la population en apportant un soutien technique et financier à la Conférence nationale sur la pornographie infantile, tenue en mai 2005. Cette conférence a conduit à l'adoption d'un plan d'action pour l'élimination de la pornographie infantile. Sous la pression des associations locales et des ONG, le Sri Lanka, la Thaïlande et les Philippines ont enfin renforcé leur législation et surtout entrepris de l'appliquer plus rigoureusement. Mais les proxénètes achètent le silence des policiers locaux et ces pays ont peur qu'une trop grande répression fasse fuir les touristes dont ils ont besoin. Il faut donc agir à la source, c'est-à-dire poursuivre non seulement les proxénètes, mais aussi leurs clients pour décourager les trafiquants. Plusieurs pays recherchent des moyens d'empêcher les pédophiles de recommencer à leur sortie de prison. Les États-Unis appliquent parfois un traitement chimique pour inhiber les pulsions sexuelles. Les Canadiens proposent de longues cures thérapeutiques pour faire prendre conscience aux criminels du mal qu'ils ont causé,
les aider à discerner les symptômes d'une rechute et trouver les moyens de l'éviter. La France a inscrit dans la loi l'obligation d'un suivi médical et psychologique à vie. Si certaines sont discutables, ces méthodes diminuent les risques de récidive. Depuis 1990, l'ECPAT, c'est un réseau contre la prostitution enfantine, la pornographie enfantine et le trafic d'enfants à des fins sexuelles, fait campagne contre les organismes offrant des excursions sur les lieux de prostitution enfantine et invite les agences de voyage à signer une charte où ils s'engagent à ne pas proposer ce type d'activité. Cette action a incité 12 pays occidentaux, dont la France, à voter de nouvelles lois leur permettant de poursuivre leurs ressortissants amateurs de ce type de tourisme, même lorsqu'ils ont commis leur délit dans un autre pays que le leur. Une coordination internationale est indispensable face au réseau de pédophiles. Depuis une dizaine d'années, Interpol a attiré l'attention sur ce problème, a demandé la nomination des fonctionnaires spécialisés et proposé à ceux-ci des formations spécifiques. Vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Terre des enfants. En France, la situation des enfants pauvres est difficile à mesurer car les indicateurs fiables manquent.
Néanmoins, on estime qu'un enfant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté, soit près de 3 millions d'enfants. La crise les frappe de plein fouet. Ils sont de plus en plus nombreux à être concernés. Cela porte atteinte à leurs droits fondamentaux et affecte tous les domaines de leur vie, santé, scolarité, vie sociale, etc. Leur avenir est compromis, et avec lui, celui du pays. Il est urgent d'agir. La France ne peut laisser perdurer cette situation tant au plan du respect des droits de l'enfant qu'au plan social et économique. L'ampleur du phénomène de la pauvreté des enfants nuit autant à leur protection et leur développement qu'à l'avenir du pays. Il est indispensable de changer de gouvernance en faisant mieux avec les mêmes moyens et de changer de regard la lutte contre la pauvreté et l'exclusion passant par la lutte contre les clichés. L'UNICEF appelle le gouvernement à mettre en œuvre une politique nationale pour l'enfance et à faire de la lutte contre la pauvreté des enfants une priorité. Pour cela, plusieurs propositions ont été faites. Il faut avant tout définir des indicateurs fiables afin de mieux analyser la situation et ainsi trouver les réponses adéquates à apporter. Il faut également s'assurer de prendre en compte les enfants et les adolescents les plus fragilisés par la pauvreté. Sans oublier ceux qui sont issus des groupes sociaux les plus marginalisés et qui souffrent le plus de l'exclusion sociale. Par ailleurs, pour l'UNICEF, l'éducation aux droits de l'enfant doit être envisagée comme moteur de la réussite éducative. Enfin, l'UNICEF propose l'étude d'une forme de droit à la compensation de la pauvreté. L'idée n'est pas de créer une nouvelle allocation, mais d'engager la réflexion sur des mesures permettant de limiter les conséquences de la pauvreté sur les enfants et les ados. Ces idées s'appuient notamment sur les dispositifs mis en place par un certain nombre de villes amies des enfants. Elles sont pragmatiques, innovantes et peu coûteuses et permettent de lutter concrètement et efficacement contre la pauvreté des enfants et l'exclusion sociale. Des solutions à partager à l'échelle du pays. Concernant notre comité, la boutique est ouverte le mercredi et le samedi de 10h à midi et de 14h30 à 18h. Ce samedi 2 février, ne ratez pas le concert des troubadours modernes organisé à notre profit pour les enfants syriens déplacés. Il aura lieu à 19h30 dans la salle Marceau à l'hôtel de ville de Chartres. Le tarif est de 10 € pour les adultes, 5 € pour les moins de 18 ans et gratuit pour les enfants. Laissez-vous emporter par cette célèbre chorale drouaise. Ce mois-ci, pour notre rubrique cinéma, nous avons choisi de vous parler du film La Petite, réalisé par Louis Malle et sorti en 1978 avec Brooke Shields. L'histoire se déroule en 1917. Dans l'atmosphère chaude et moite de la Nouvelle-Orléans, Violette aide sa mère à accoucher de son petit frère. Ils vivent dans la maison close où cette dernière travaille. Régulièrement, un photographe vient prendre des clichés des pensionnaires, mais Violette est jalouse lorsqu'il s'occupe de sa mère et des autres filles. La jeune fille porte un regard lucide sur la prostitution et sur l'univers auquel elle appartient. Un jour, alors qu'elle n'a que 12 ans, sa virginité est mise aux enchères avec la complicité de sa mère. Elle fait désormais partie du métier. Sa mère finit par trouver un riche client à épouser et quitte la maison close, abandonnant sa fille sur place, mais lui promettant de revenir la prendre prochainement. Violette s'enfuit du bordel après une violente dispute et va se réfugier chez le photographe, qui est tombé amoureux d'elle, mais qui est tiraillé entre ses sentiments, le jeune âge de Violette et son alternance de comportement adulte-enfant. Le caractère de la jeune fille étant difficile à vivre, il finira par la mettre à la porte. Elle retourne donc à la maison close, mais les ligues de décence font fermer les bordels. Le photographe lui propose alors de l'épouser, mais sa mère revient finalement pour lui donner une bonne éducation bourgeoise. Louis Malle traite le thème sulfureux de la prostitution avec sensibilité, sans porter le moindre jugement sur ses personnages. Il dépeint un univers à part, violent et terriblement dur pour des enfants. J'ai apprécié tout particulièrement le décalage qu'offre Violette entre son comportement enfantin lors de ses colères et incompréhensions et son attitude et ses paroles de femme aguicheuse lorsqu'elle travaille. Même si ce film est assez policé et ne reflète pas entièrement la vérité sur cet univers, il montre à quel point des enfants peuvent n'être que de la marchandise, valant de l'or quand il s'agit d'une vierge. C'est la fin de notre émission. Vous pourrez la réécouter sur notre site unicef28.wordpress.com. N'hésitez pas à y laisser vos commentaires et y poser vos questions. Nous y répondrons avec beaucoup de plaisir.
Merci de votre écoute et nous espérons vous retrouver le mois prochain. Au revoir.